Et l'édition spéciale se poursuit sur France Info avec vous, Florence, et vos invités. Et oui, c'est l'heure du décryptage avec nos experts. On est rejoint à 7h par Manas Chirali. Bonjour à vous. Vous êtes sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran, auteur du livre Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Bienvenue. Bienvenue aussi à vous, Guillaume Lasconge-Arias. Vous êtes historien militaire et professeur associé à Sorbonne Université. Et puis on a Alban Mikosi qui est avec nous. Bonjour à vous. Que nous disent ces excuses du président Pezeshkian ce matin, le président iranien, qui s'adresse à ses voisins qu'il cible depuis une semaine maintenant avec missiles et drones? Que nous dit aussi cette promesse qu'il leur fait: si on ne tire plus sur nous depuis votre sol, nous ne tirerons plus non plus jusque chez vous. C'est le message qu'il a adressé en substance ce matin sur la télévision d'État. On l'écoute. Je dois présenter mes excuses en mon nom propre et au nom de l'Iran, aux pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran. Le Conseil de direction provisoire a décidé hier qu'aucune autre attaque ne serait menée contre les pays voisins et qu'aucun missile ne serait tiré, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis ces pays. Manas Chirali, qu'est-ce que ça signifie, cette déclaration ? En fait, ça prouve ce que nous avons dit était correct, parce que j'ai déjà annoncé que leur principe de base, c'est feu à volonté, sans coordination entre eux. Ils approuvent exactement le même principe. Ils disent qu'ils ont agi selon leur volonté. Ce n'est pas nous qui leur avons donné des ordres. Ça montre à quel point ils sont incapables de contrôler leurs propres unités militaires et à quel point le pays est tombé dans le chaos. Le régime cette fameuse mosaïque qu'on décrit, c'est-à-dire cette décentralisation des prises de décision, y compris au point de vue militaire, il est en train de dire, voilà ce qui s'est passé, ce n'était pas notre décision, notre ordre. C'est ça. Oui. En fait, ils étaient entraînés pour agir selon leur propre volonté, sans être coordonnés par le haut. Et donc, il est en train de nous expliquer ce principe. Il est en train de se décharger de toute responsabilité, de dire les tirs qu'on a faits sur les pays voisins n'étaient pas de notre faute. Il s'excuse, évidemment, mais est-ce que c'est suffisant? À quoi nous avons affaire? C'est ça la question plutôt. À quoi nous avons affaire? Est-ce qu'on a affaire encore à un régime qui contrôle ses bras armés, ses unités militaires, ou bien on a encore, là, on est en face des centres de... Est-ce que c'est le signe d'une reprise en main? Parce qu'il dit, voilà, nous allons arrêter de tirer. Est-ce que ça veut dire, ça lui a pris plusieurs jours, mais là, il est en mesure de donner l'ordre de tout arrêter si jamais il le veut? Bon, en tout cas, il est en train de transmettre des messages à ses propres unités militaires pour dire arrêtez d'envoyer des tirs à droite et à gauche. C'est la stratégie de l'homme fou qu'ils ont employée. Et l'homme fou, il pensait... En tirant sur les pays voisins, ils pouvaient mettre la pression sur les Américains et sur les Israéliens et arrêter les attaques. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Ça a créé une solidarité entre tous les pays voisins contre la République islamique. Ils ont vu l'inefficacité de leur stratégie et donc ils sont revenus sur leur stratégie de l'homme fou. Si inefficace que ça, cette stratégie qui a quand même semé le chaos dans la région, si ça a été l'objectif, en tout cas, il a été atteint, Guillaume Lasconge-Arias. Alors oui, mais en même temps, on peut se dire que voilà, c'est une forme à nouveau de surprise, puisque finalement, maintenant, désormais, on ne répondra que si nous-mêmes sommes attaqués. On sait que probablement ça va continuer à être le cas. Et donc, ils se donnent déjà des excuses d'avance en disant, voyez, vous ne donnez pas à vos alliés, en l'occurrence les Américains, plus que les Israéliens, en plus dans la zone, puisque c'est de ça dont il s'agit, vous ne leur donnez pas l'interdiction de survoler et de nous frapper, donc vous allez continuer à subir. En fait, c'est une autre façon, tout aussi biaisée, de poursuivre, mais cette fois en disant, vous voyez, c'est pas nous qui sommes les agresseurs, c'est nous qui sommes les agressés. Et en fait, il se place dans une position victimaire, en réalité. Il essaye de placer en porte-à-faux aussi ces pays du Golfe et les États-Unis, en parlant comme ça. Moi, je partage ce que disait Manas. Au départ, l'objectif, c'était de frapper les pays du Golfe en disant, ainsi, ils vont faire pression sur les Américains et la guerre va s'arrêter tout de suite. Bon, ça n'a pas fonctionné. Au contraire, il y a même une réunion de la Ligue arabe qui va avoir lieu lundi, réunion qui visait au départ à montrer du doigt très sévèrement l'Iran, voire à envisager des actions militaires contre l'Iran. Donc, évidemment, ils n'en ont pas envie. Et deuxièmement, et surtout, le point peut-être le plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une grande partie des actifs du régime qui sont dans un certain nombre de pays du Golfe, notamment aux Émirats. Le pouvoir iranien a moyennement envie de voir ses actifs gelés, ce que les Émiratis pourraient faire. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas se fâcher avec eux. Et c'est aussi un signal
aux autorités émiraties pour leur demander de garder une relative neutralité. C'est-à-dire peut-être de faire pression du coup sur l'allié américain en disant voilà, vos opérations, vous les menez de vos porte-avions, mais pas depuis chez nous. Est-ce que ça pourrait avoir ce résultat-là, cette déclaration ? En tout cas, il ne faut pas oublier que Pezeshkian, c'est l'homme le moins fort de tout l'appareil iranien. Il est un président décoratif, comme ses anciens, en fait, comme les autres présidents iraniens, comme ses prédécesseurs. Le président a une fonction vraiment décorative. Il ne possède aucun pouvoir. Pourquoi on a envoyé lui pour présenter ses excuses? C'est aussi significatif. C'est-à-dire les hommes forts du régime, déjà, ils sont morts. Et ceux qui sont en vie, ils veulent continuer jusqu'au bout. Ils sont dans la logique jusqu'au boutiste. Et il dit aussi on ne capitulera pas. Ça, c'est une réponse à la déclaration de Donald Trump un peu plus tôt qui exige une capitulation sans condition. Encore une fois, ça veut dire quoi de son rôle aujourd'hui? C'est une pure déclaration sans plus de poids que cela? Non, il montre aussi, c'est une preuve que la République islamique est déjà morte. Elle est aux abois. Et ce dont, en fait, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, ce sont les restes et qui vont disparaître bientôt. C'est un bon signe, finalement. Oui. Je serais un peu plus mesuré sur la question de ce qu'on appelle la capitulation sans condition. Il faut revenir dans la psyché américaine. De toute façon, pour les Américains, ces questions de capitulation sans condition, ça fait partie en fait de leur vocabulaire, puisque dans l'idée américaine de mener la guerre, on écrase son adversaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de lui donner une forme de porte de sortie. Au contraire, on va jusqu'au bout et il n'y a pas de possibilité pour celui qui serait vaincu de négocier. Or, finalement, vous poussez quelque part votre adversaire dans une situation telle qu'il a véritablement peu d'échappatoire. En revanche, cet échappatoire, il peut prendre quelques temps, ou du moins, on peut repousser l'échéance. Alors la vraie question, c'est combien de temps, avec quels moyens, et puis surtout, quelle stratégie. On parle de la stratégie du fou au fort, c'est un peu aussi ce qui est en train d'être mené, de toute façon. Ça dépend bien évidemment du poids de ces déclarations de Pezeshkian, du poids de Pezeshkian lui-même, bien évidemment, sur le régime et les militaires. Si jamais l'Iran cesse ses frappes sur les pays du Golfe et sur les Émirats, qu'est-ce qui lui reste comme carte en main aujourd'hui, justement, pour résister aux Américains ? Israël. Vous noterez qu'il n'a évidemment pas parlé d'Israël et vous notez que ce matin, il y a à nouveau des frappes iraniennes en direction d'Israël. Donc ça va continuer. Et puis, il n'a pas dit qu'il ne toucherait pas les positions américaines. Donc, en réalité, sa déclaration, oui, elle est celle d'un homme qui détient pas tous les pouvoirs, ça je partage ce que vous dites, mais elle est aussi une manière de vouloir récupérer la rue arabe. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça ne changera pas fondamentalement les données de la guerre. Ouais, ce qu'on voit à l'image, ce sont des dégâts causés à Jérusalem par de nouveaux tirs de missiles. Ce matin, une nouvelle alerte sur Israël dont on voit le résultat ici. Effectivement, ça correspond à ce que vous nous disiez, Alban, ces images qui viennent de nous parvenir. Bon, si ces frappes, elles sont aussi embêtantes pour les Américains, c'est aussi parce qu'elles sont extrêmement précises, à un point qui a pu en surprendre certains d'ailleurs, des installations même provisoires qui ont été ciblées. C'est le cas de cette installation qui abritait les 6 soldats qui ont été tués à Bahreïn et qui vont au Koweït, pardonnez-moi, et qui vont être d'ailleurs rapatriés aux États-Unis aujourd'hui. Ce sont des images qu'on suivra bien évidemment. On frappe aussi sur les ambassades et consulats américains à Riyad, en Arabie Saoudite notamment, mais aussi à Dubaï. Comment expliquer cette précision ? Eh bien, le Washington Post a enquêté et grâce à ses sources a pu établir que l'Iran bénéficie depuis le début de cette guerre du renseignement russe. Et oui, c'est la Russie, c'est Moscou qui épaule bien donc Téhéran dans cette guerre. Premier signe effectivement d'une aide réelle, effective de cet allié qui n'a pas fait grand-chose en apparence pour l'aider depuis le début de la guerre. Voilà cet article du Washington Post qui fait ses révélations aujourd'hui. Alban, on a beaucoup parlé de ce radar à 1 milliard de dollars qui a été ciblé et détruit, qui était si essentiel, si crucial aux Américains dans la région. On sait donc aujourd'hui de
de quelle façon les Iraniens auraient réussi à le cibler. Oui, c'est du moins ce que croit savoir la presse américaine. Alors, il y a le Washington Post, mais à l'instant, je voyais qu'il y avait aussi le Wall Street Journal, le New York Times, Reuters et même CNN qui reprennent ces informations qui seraient des informations du Pentagone, mais qui sont des informations qui sont encore gardées secrètes par les responsables du Pentagone. Il n'y a pas eu, par exemple, de confirmation par Pete Hegseth. Effectivement, les Russes feraient deux choses. La première, du partage de renseignements satellites. Il faut savoir que les Russes sont très présents dans les satellites, ce qui n'est pas le cas des Iraniens, avec la position des bases, les radars, et donc le radar qui a été touché il y a 2 jours maintenant, et même des mouvements militaires américains qui seraient, Moscou renseignerait Téhéran. Je parle encore une fois en fonction des éléments qui ont été donnés par la presse américaine, et puis des conseils tactiques sur l'usage d'un certain type de missile pour frapper efficacement, le plus efficacement possible, et avec un effet de surprise les Américains. Alors, Donald Trump a été interrogé hier sur ce point précis. Il a refusé de répondre. Il y a un embarras des Américains, on va dire ça comme ça en étant poli. Il y a même plus qu'un embarras. Il y a carrément un agacement parce que s'il était avéré que les Russes soutiennent de cette manière les Iraniens, oui, c'est très embêtant pour l'administration américaine. Ouais. Est-ce que vous avez constaté, Guillaume Lesconjarès, par exemple, une grosse différence par rapport à la guerre des 12 jours, si on se réfère à un affrontement plus récent et à des tirs de missiles des Iraniens? C'est toujours très difficile parce que, en fait, on a ce que l'on constate, on le constate à la fois aujourd'hui par tout simplement ce qu'on appelle le renseignement en source ouverte, et il y a beaucoup de choses que vous pouvez récupérer comme ça. Et puis, il y a 2 éléments sur lesquels on peut aussi insister. Acheter des cartes satellites relativement précises pour délimiter en fait des zones d'intérêt, monsieur, madame, tout le monde peuvent le faire. Ça s'achète, ça se vend, et c'est même pas des prix extrêmement élevés. En revanche, à partir du moment où vous avez une puissance militaire qui en aide une autre, avec cette fois de l'information qui vient de satellites d'observation militaire, ça change un peu la donne. Et moi, je m'interroge aussi sur qui a fait passer cette information que les Russes informent les Iraniens. On peut effectivement s'interroger, je me tourne vers Alban, sur la part que jouent là-dessus les Ukrainiens, qui ont aussi une excellente connaissance de la façon dont les Russes procèdent. On peut aussi s'interroger sur le 3e larron dont on ne parle pas, mais dont on sait qu'il avait aidé un petit peu en amont les Iraniens aussi, qui est la Chine. Oui. Cette fois, plus d'un point de vue technologique, mais aussi en fournissant de l'imagerie satellite et de l'imagerie radar. Ouais. On est en ligne avec Jean Glignasti. Bonjour à vous. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Il y a donc bien un soutien russe à l'Iran. Hein. C'est aussi ce que nous apprennent ces révélations. Oui, tout à fait. La Russie a signé avec l'Iran un accord de partenariat stratégique qui n'est pas véritablement un accord de défense. Au début, elle s'est limitée par la voix de Poutine et de Lavrov surtout, à des propos de soutien, parlant d'attaques immorales, cyniques, etc. Mais effectivement, on s'interrogeait sur l'appui militaire. Ce qu'on sait, c'est que les Russes peuvent pas livrer beaucoup de matériel parce qu'ils en ont besoin en Ukraine. Donc, ils livrent du renseignement satellitaire, comme il a été dit, ce qui est un peu un prêté pour un rendu, puisque le renseignement satellitaire, les Américains le fournissent aux Ukrainiens. Donc, il y a un petit message subliminal. Je suis frappé par le fait que la réaction américaine a été très soft, très douce. Hein. Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre, a dit que ça ne l'inquiétait pas trop, etc. Donc, pour l'instant, il y a une période d'évaluation de 2 côtés. Ouais. Et une petite gêne, comme vous le disiez. Bon, Poutine qui aide le régime iranien à survivre. Votre réaction, Manas Shirali? Alors, je dirais que c'était vraiment la moindre des choses. L'Iran, pendant la République islamique, pendant toute la durée de la guerre de la Russie avec l'Ukraine, a fourni des drones de Shahed russes, des armes, des soldats, même des soldats iraniens, enfin des
soldats du corps des gardiens de la Révolution ont largement participé au massacre des Ukrainiens. Donc la République islamique était à 100% au service de la Russie, et la moindre des choses était que la Russie rende la monnaie qu'il n'a pas fait, en fait. Elle n'a pas fait. Et la République islamique lui a demandé de lui fournir des systèmes de défense anti-aériens S-4, n'a pas fait. La Chine n'a pas donné les armements nécessaires. Le ciel iranien est grand ouvert. Ni les Chinois ni les Russes n'ont pas aidé la République islamique. Ils ont donné un petit renseignement comme ça. C'était vraiment la moindre des choses. C'était juste pour dire qu'on est là, on vous a pas complètement abandonné. Est-ce que ça peut aller plus loin? Les autocrates se serrent les coudes? Je ne crois pas. Je ne crois pas. La Russie n'a jamais été une alliée, historiquement parlant. La Russie n'a jamais été une alliée. Au contraire, la Russie a toujours été l'ennemi historique de l'Iran. Donc, compter par la République islamique sur l'aide russe, c'était une erreur fondamentale. Oui, Alban? Oui, en tout cas, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a clairement une sorte de dialogue entre le conflit qui se passe actuellement au Moyen-Orient et le conflit Russie-Ukraine. On a vu le président Zelensky au milieu de la semaine dire aux Américains, son message était à double sens. Il dit « J'ai été contacté par des pays du Golfe pour fournir des radars, des drones, intercepteurs de drones. Il fait un point tous les jours, là, vous le voyez, il se filme lui-même et il se fait ce point tous les jours. Et mercredi, dans son point de mercredi, il affirme « J'ai été contacté par des pays du Golfe pour fournir des drones intercepteurs, des drones Shahed. Nous savons faire, en Ukraine, nous vivons cette réalité des drones Shahed depuis des années. Nous avons bâti une capacité de les intercepter. » Et il rajoute « Je suis à la disposition aussi des Américains. » Et là, je ne vous cache pas, très très grand embarras chez les Américains, parce que vous voyez très bien à quoi ça renvoie. C'est l'image inversée de lorsque Donald Trump reçoit Zelensky, il lui dit « Vous n'avez pas de carte, c'est votre guerre, vous tuez votre propre peuple, etc. » Et aujourd'hui, Donald Trump s'aperçoit que Zelensky il a une carte. Cet intercepteur de drones, cette capacité d'intercepter les drones. Et c'est un retournement de l'histoire. Voilà que les Ukrainiens proposent d'aider les Américains. Les Américains vont avoir besoin des Ukrainiens. Ça, pour Donald Trump, c'est une vexation. Il ne peut pas accepter comme ça. Sauf que le Pentagone le pousse à accepter en lui disant oh « Non, mais les Ukrainiens, ils savent faire. On va quand même avoir besoin de leur aide. » Au final, ils acceptent. Vous voyez toute la difficulté. Oui, mais sans le dire. Oui. Ça va se terminer de la manière suivante, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez abordé, les Ukrainiens vont fournir du renseignement, peut-être du matériel aux Américains, mais le plus discrètement possible. Il ne faut surtout pas que ça se sache. Parce que c'est une reconnaissance de la faiblesse des Américains sur ce point précis. Ouais. Jean Glignasti, votre réaction sur ce qui vient d'être dit? On a eu d'expérience des solutions, de trouver une solution pour... C'est pas lui. On a un problème de son avec Jean Glignasti, comme vous l'entendez. Bon, la raison pour laquelle les États-Unis pourraient avoir besoin et vont avoir besoin de l'aide de l'Ukraine, eh bien, c'est que les interceptions de ces missiles et de ces drones coûtent très cher et que les missiles intercepteurs sont en nombre limité. Regardez le coût de cette guerre depuis une semaine maintenant qu'elle dure, 8 jours précisément, 900 millions de dollars par jour selon le Center for Strategic and International Studies, un think tank américain. Pour les 100 premières heures, le coût est monté jusqu'à 3,7 milliards de dollars. Bon, 900 millions de dollars par jour, on n'est pas loin du milliard. On a le souvenir d'une guerre aussi coûteuse dans l'histoire récente. Bien évidemment. Il fallait, au plus grand moment des actions militaires américaines et en Afghanistan et en Irak, le coût moyen de l'opération était au-delà de 1 milliard de dollars par jour. Donc vous aviez chaque semaine entre 7 et 9 milliards. Et le coût total de la guerre, en réalité, ici, vous avez un coût minimal. C'est-à-dire uniquement si on regarde à peu près les avions, les heures de vol, les missiles. Mais derrière, ce que l'on ne dit pas suffisamment, c'est que la guerre, elle commence avant et puis surtout, elle s'achève très largement après. Oui. Parce que désormais, il y a, et je voyais sur le bandeau ce qui est annoncé, eh bien, il va falloir accélérer la cadence de production des usines, monter les cadences de production,
avec un système américain qui encore est sur, quoi qu'on en dise, le pied de paix. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'un missile, par exemple, Tomahawk, qui sont les missiles qui frappent à partir soit des sous-marins, soit des destroyers américains, coûte, selon les chiffres et spécificités, peut-être entre 5 et 7 millions de dollars. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que la construction prend à peu près entre 24 et 36 mois, et que le département de la Navy n'en achètera pour l'année 2026, parce que ça c'est un chiffre officiel, que 56. Donc vous imaginez bien, grosso modo, ils vont acheter ce qu'ils littéralement lancent en 2 ou 3 jours. Et vous vous retrouvez avec et ça va encore plus loin. Les intercepteurs, par exemple, les fameux missiles Patriot. Alors, un système Patriot, c'est à la fois les radars, mais le simple missile coûte autour de 1,2 ou 1,3 million de dollars, et on en fabrique, là encore, que à peu près 200 ou 300 par an. Et c'est pour ça que les Américains ont besoin des Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens proposent des solutions pas chères, beaucoup moins chères pour intercepter des drones. Quelles solutions ils proposent ? On va continuer cette discussion dans un instant, juste après le rappel des titres, les derniers événements dans cette guerre. Avec vous, Séverine. Nouveau bombardement en cours à Téhéran. Israël pilonne la capitale iranienne dont l'aéroport a été visé, ainsi qu'Ispahan. Avec cette nouvelle vague de frappes, l'armée israélienne assure qu'elle est en train, je cite, de broyer le régime. L'Iran, lui, promet de ne pas se rendre aux États-Unis et Israël par la voix de son président. Je dois présenter mes excuses en mon nom propre et au nom de l'Iran, aux pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran. Le Conseil de direction provisoire a décidé hier qu'aucune autre attaque ne serait menée contre les pays voisins et qu'aucun missile ne serait tiré, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis ces pays. Israël a intensifié ses bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth et sur le sud et l'est du Liban. Le bilan des frappes israéliennes dans la région de Baalbek, à l'est du pays, est passé à 16 morts. Le Hezbollah affirme que des combats sont en cours avec des soldats israéliens le long de la frontière avec la Syrie. Les sirènes d'alerte retentissent en ce moment même à Jérusalem. Au moins 3 explosions ont été entendues dans le ciel. Les services de secours ne font état d'aucun blessé ou impact au sol dans l'immédiat. L'aéroport de Dubaï reprend partiellement ses opérations. À l'aéroport le plus fréquenté au monde pour le trafic international, il était à l'arrêt. Après une interception au-dessus de la plateforme, les Émirats arabes unis assurent faire face à une attaque venue de l'Iran. Donald Trump assistera aujourd'hui au retour aux États-Unis des dépouilles des premiers soldats américains tués dans cette guerre. La cérémonie se déroulera à la base aérienne de Dover, dans le Delaware. 6 militaires américains sont décédés depuis le déclenchement des opérations militaires. Et voilà la suite de cette édition spéciale avec vous, Florence. Ouais. Et on le disait, les stocks de munitions baissent, les coûts de la guerre explosent. Volodymyr Zelensky vole donc au secours des États-Unis. Comment précisément ? On vous explique tout ça juste après le rappel des faits avec Claire Véroff. Dans une traînée de fumée, ces missiles iraniens décollent, l'un après l'autre. Images de propagande diffusées par les gardiens de la Révolution pour affirmer qu'ils peuvent toujours riposter après une semaine de guerre. Des missiles qui ont frappé cet immeuble dans la capitale du Bahreïn, mais aussi, selon les Iraniens, des localités irakiennes, un pétrolier américain dans le détroit d'Ormuz et le Koweït, où la population est suspendue à ses alarmes. L'oreille tendue, les yeux levés vers cette guerre qui se joue dans le ciel. Au cœur de la bataille, l'efficacité de la défense anti-aérienne. Les pays du Golfe sont équipés de ces batteries antimissiles. Lorsqu'une fusée est détectée dans un rayon de 150 km, sa vitesse, sa trajectoire sont calculées afin de projeter un missile pour l'intercepter. Les Émirats arabes unis disent ainsi avoir détruit 181 missiles iraniens en une semaine. Mais combien de temps pourront-ils tenir ? Cette guerre demande beaucoup de stocks au niveau des pays du Golfe, puisque lorsque l'Iran envoie un missile, il faut au moins 2 à 3 contre-mesures pour pouvoir espérer atteindre, si tout va bien, l'objectif. Le problème, c'est que l'Iran, pendant des années, a constitué ses propres stocks, mais pas du tout les pays du Golfe. D'autant que la menace vient aussi des drones Shahed, lancés depuis l'Iran par milliers. Contre eux, les systèmes antiaériens sont moins efficaces et très coûteux, 80 fois plus chers que leur cible. 4 millions de dollars le missile, contre 20 000
à 50 000 $ le drone Shahed. Surtout, les stocks de missiles anti-aériens s'épuisent. Les États-Unis et les pays du Golfe auraient demandé l'aide de l'Ukraine, passé maître dans la défense anti-drone grâce à des drones intercepteurs comme celui-ci. Volodymyr Zelensky se dit aujourd'hui prêt à négocier son aide. Notre message est très simple. Nous souhaitons négocier discrètement avec les pays afin de recevoir les missiles rares dont nous avons besoin et fournir un nombre équivalent d'intercepteurs. À défaut de pouvoir tout intercepter, pour l'heure, Américains et Israéliens ont une priorité, détruire les lanceurs iraniens de missiles et de drones. C'est donc du donnant-donnant, hein, Jean de Guignesti, on a rétabli la connexion avec vous, que propose Volodymyr Zelensky. Exactement. Dans la presse ukrainienne, on dit qu'il souhaite négocier. D'ailleurs, vous l'avez dit, le commentateur l'a dit à juste titre. Zelensky souhaite négocier. Et d'ailleurs, il donne une priorité à l'envoi d'équipes sur place plutôt qu'à la livraison de drones aux États-Unis. C'est une façon de se positionner dans la négociation. Et les Américains devront payer un prix diplomatique pour le soutien de l'Ukraine en matière de drones. Dans la négociation, on comprend bien de son propre conflit à lui et de sa résolution. Bien sûr, dans la en fait, jusque-là, Zelensky a vu que les Américains le laissaient un peu tomber dans la négociation avec la Russie et dans le soutien, puisque les États-Unis ne soutiennent plus l'Ukraine. Le matériel américain qui est fourni à l'Ukraine est acheté par les Européens dans le programme Pearl, donc les Américains ne payent plus rien. Donc très probablement, il doit y avoir des enjeux à la fois de livraison d'armes américaines à l'Ukraine et peut-être aussi d'argent. Zelensky est très embêté parce que tous les patriotes vont évidemment dans le Golfe et beaucoup d'armements américains sont réservés au conflit du Golfe et donc l'Ukraine risque d'en être privée. Donc c'est le cœur de ce dont il veut discuter avec Trump en échange de la livraison de drones. Oui, Alban. Oui, il y a même effectivement un ballet diplomatique qui est en train de se passer inversé. Je vais vous donner une image que j'ai vue dans un journal ukrainien. Vous savez, les Ukrainiens ont gardé quand même une dent contre l'administration américaine. Et dans ce journal ukrainien, le dessin montre J.D. Vance allant à Kiev demander des drones. Et le président Zelensky lui répond « C'est pas la peine de mettre une cravate, il ne te suffira pas de dire merci, ça ira. On va vous les faire en échange de patriotes. » Vous sentez l'exaspération des Ukrainiens. Est-ce qu'il tient à ce point-là, voilà, un levier de pression sur les Américains et quand on parle d'équipe sur place, de quoi parle-t-on exactement? Alors, en réalité, c'est plus un levier plus qu'un moyen fort de pression. Les Américains sont capables, théoriquement, de monter aussi en gamme. Ils ont les moyens, ils ont la technologie. Mais ici, ce qui manque, c'est la rapidité. Et puis surtout, c'est pas tellement la rapidité pour les Américains, c'est plutôt pour les pays du Golfe, en fait. Donc, quelque part, c'est aide mon allié, et puis quelque part, tu m'aides moi aussi. De quoi on parle ? En fait, on parle de ce que les Ukrainiens ont véritablement été capables de faire, avec deux choses. D'abord, les Ukrainiens ont démultiplié les équipes de dronistes qui sont directement associées à des centres industriels de production. Ça, c'est donc la première chose. Donc, ils sont capables de délocaliser, de monter en puissance, y compris pour ces drones anti-drones. Et puis, la deuxième chose, ils sont des centres de recherche qui, finalement, font la totalité de la doctrine et qui sont capables d'observer et immédiatement de trouver des solutions. Ils sont donc smart, ils sont donc rapides, ils sont agiles et surtout, au regard de la rapidité avec laquelle le conflit en Ukraine s'adapte, imaginez-vous que en moyenne, les drones, les technologies de drones changent toutes les 3 à 4 semaines. Bien là, en fait, vous avez la capacité pour les Ukrainiens d'arriver, de faire une forme de mission d'inspection et immédiatement d'apporter des solutions concrètes. Et ça, c'est absolument, ça a beaucoup de valeur. Oui, ça n'a pas de prix. Un dernier mot là-dessus avant qu'on en vienne à la situation au Liban, Manaz. Alors, je voulais juste attirer votre attention qu'on est au 7e jour de la guerre et la République islamique a réussi à créer une coalition complète contre elle-même. Aujourd'hui, même les Ukrainiens sont prêts à aider les Américains et les Israéliens. Et je demande où sont en fait ces
diplomates iraniens intelligents qu'on n'arrêtait pas de vanter sur les plateaux de télé partout en France, leur intelligence diplomatique, leur sagesse légendaire. Alors, en 7 jours, en 8 jours de guerre, ils ont créé vraiment tout contre eux. Et là, leur échec est annoncé et je me demande où sont ces intelligences, où sont ces sages de négociateurs hors pair, c'est ça que vous nous dites, tels qu'on les présentait. Hors pair, où sont-ils? Oui. Allez, on en vient à la situation au Liban. Hein. Les autorités qui ont annoncé un premier bilan de 217 morts et 798 blessés depuis le début des frappes israéliennes lundi. Des frappes qui ont par ailleurs provoqué le déplacement de plus de 300 000 personnes dans le pays. C'est considérable et lié notamment à cet ordre d'évacuation lancé par l'armée israélienne au quartier sud de Beyrouth. On en parle sur ce plateau juste après. Eh bien, cette question à laquelle on va tenter de répondre aussi. Israël pourrait-il enfin donner le coup de grâce au Hezbollah? Que reste-t-il aujourd'hui des forces combattantes soutenues par l'Iran? On fait le point avec Laurence Naon. Beyrouth, sous le feu des attaques israéliennes. Depuis hier, de nuit comme de jour, la capitale libanaise vit dans l'angoisse des bombardements. L'État hébreu affirme viser le Hezbollah, pro-iranien. La milice chiite a convoqué la presse internationale. Communication ultra contrôlée pour montrer la destruction de ce bâtiment qui abritait les bureaux du financement du Hezbollah. Un voisin de l'immeuble nous est désigné pour prendre la parole. C'est la deuxième fois que ce bâtiment est attaqué. La première fois, c'était un drone. Mais cette fois, c'était d'une violence exceptionnelle. Puis le Hezbollah tient à nous emmener aux funérailles de 6 personnes présentées comme des civils. Nous sommes prêts à donner davantage de martyrs s'il le faut. Nous sommes tous prêts à nous sacrifier pour cette cause. Par ces frappes, Israël veut anéantir le Hezbollah, groupe armé et financé par l'Iran et qui attaque régulièrement l'État hébreu avec des tirs de roquettes. Déjà, en 2024, Israël avait engagé 13 mois de conflit contre le Liban, à la recherche des combattants de l'organisation, parfois cachés au milieu de la population, pourchassés jusque dans les réseaux de tunnels. Dans cette explosion, Israël finira même par abattre Hassan Nasrallah, l'insaisissable chef du Hezbollah. Puis, cette opération spectaculaire. L'État hébreu fait exploser simultanément les beepers de nombreux miliciens qu'il traquait depuis de longues années. Le Hezbollah avait déjà été considérablement affaibli. Les analystes militaires israéliens estimaient qu'il avait perdu près de 80% de ses capacités militaires. Affaibli, mais pas vaincu. Au début du mois, le Hezbollah disposait d'un arsenal de 25 000 roquettes, 1 millier de drones et entre 30 et 50 000 combattants. Mais pour les experts, Israël seul ne parviendra pas à bout du Hezbollah. Si Israël peut l'affaiblir militairement, en laminant ses stocks, le désarmement effectif ne pourra de toute façon être fait pleinement que par la souveraineté libanaise. Reste à savoir si le Hezbollah pourra toujours compter sur le soutien financier de l'Iran, aujourd'hui considérablement affaibli. Ouais. Israël seul n'y parviendra pas. Avant de commenter cette phrase, on va parler de la situation ce matin avec vous, Anthony Samrani. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef à L'Orient le Jour. Il y a eu de nouveaux bombardements. On en a vu les images en direct il y a quelques instants. Il y a encore de la fumée. Il me semble, si on peut voir l'image en direct dans un instant, qui s'élève de ces quartiers sud de Beyrouth. Quelle est la situation sur place ce matin ? Bonjour, oui, je pense que cette guerre n'en est qu'à ses prémices, n'en est qu'à ses premiers jours. Et ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé cette nuit, c'est-à-dire cette opération israélienne assez spectaculaire qui a eu lieu quasiment à la frontière entre le Liban et la Syrie, dans un petit village. 4 hélicoptères israéliens étaient sur place, des soldats israéliens sont descendus. On compte au moins 26 morts côté libanais, dont 3 militaires. Et a priori, encore une fois, il faut rester prudent, nous n'avons pas toutes les informations, mais a priori, l'objectif de cette opération était de récupérer la dépouille du corps du soldat Ron Arad, qui avait été porté disparu au Liban en 1986. Ouais, donc événement, effectivement, le Hezbollah qui dit avoir affronté, je cite, une infiltration de soldats israéliens dans l'Est aujourd'hui. Du côté de Beyrouth,
Ces bombardements se poursuivent également. La situation humanitaire, on le sait, se tend, pourrait devenir critique très rapidement, selon votre Premier ministre hier. On en est où ce matin ? Du côté de Beyrouth, il est clair qu'on est face à une bombe humanitaire, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, qui va créer des conditions catastrophiques pour des déplacés qui ne savent pas où aller, qui va en plus renforcer probablement les tensions communautaires, non seulement parce que la question du Hezbollah est extrêmement polarisante aujourd'hui et qu'une partie de l'opinion libanaise lui reproche d'être à l'origine et d'être responsable de ce nouveau conflit. D'autre part, parce que certaines personnes ont peur que parmi les déplacés figurent des membres du Hezbollah qui pourraient être visés par l'armée israélienne et donc provoquer des victimes au sein d'habitations civiles. Au niveau des bombardements, lorsque Israël a appelé à vider, à l'évacuation, d'un territoire tout de même immense, toute la banlieue sud, qui équivaut à près, je ne sais pas, je pense 30%, 40% de Paris, il y a eu cette crainte au Liban que nous soyons face à un scénario qui répliquerait ce que les Israéliens ont fait à Gaza, ou qui mettrait en œuvre ce que les Israéliens avaient appelé en 2006 la doctrine d'Arké, c'est-à-dire une volonté d'infliger des dégâts majeurs aux infrastructures civiles afin de retourner la population contre le parti. Je crois que nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Je crois que les Israéliens sont quand même très largement concentrés en Iran et que le Liban est une petite affaire pour eux dans laquelle ils ont beaucoup plus le temps. Il y a une vraie course contre la montre vis-à-vis de l'Iran où les Israéliens doivent aller vite avant que les Américains et Donald Trump en particulier perdent patience. Au Liban, c'est un conflit qui n'intéresse pas grand monde, à part malheureusement Emmanuel Macron, et où les Israéliens ont beaucoup plus de marge de manœuvre. Et très clairement, l'objectif, il est clair. Destruction des infrastructures du Hezbollah, création, on fait un maximum pour pousser la population et en particulier la base populaire du parti à se retourner contre lui. Création de tensions entre les communautés au Liban et avancer au sol sur plusieurs points, que ce soit depuis le sud ou à partir de l'est dans la Bekaa. Merci beaucoup pour ce point de situation, Anthony Samrani. On est aussi en ligne avec Daniel Sheikh. Bonjour à vous. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous venez d'entendre l'analyse de ce rédacteur en chef à L'Orient le Jour depuis Beyrouth. Selon vous, quels sont les objectifs d'Israël ? Est-ce que le pays, son armée, peut réussir seul, sans les Libanais, cet objectif aujourd'hui d'éradiquer le Hezbollah? Ce sont des frappes qui font aussi se retourner encore une fois un peu plus contre Israël, une partie de cette population libanaise. Vous savez, il faut prendre quelques pas en arrière. En novembre 24, nous avons signé par le biais d'une médiation américano-française un accord avec l'État libanais, un accord de cessez-le-feu, de retrait des forces israéliennes. Et en contrepartie, c'est justement l'État libanais qui devait se charger de graduellement désarmer le Hezbollah et le repousser au-delà, au nord de la rivière Litani. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars 26. Rien de tout cela n'a pu être accompli par l'État libanais. Et comme dans le passé, le Hezbollah, qui depuis des décennies tient en quelque sorte l'État libanais en otage, à nouveau n'a pas surmonté la tentation de participer à une guerre dans laquelle l'Iran le pousse à participer, et il a à nouveau démontré son rôle ambigu, il faut le dire, parce que d'une part, le Hezbollah fait partie de l'appareil de l'État libanais, mais d'un autre côté, c'est une milice qui prend ses décisions sans se moquer des intérêts ni du gouvernement libanais, ni certainement de la population civile libanaise. Et nous revoilà plongés dans un échange militaire cruel qui fait des victimes, etc., etc. Et donc, si vous me dites que cette déflagration de violence pourrait
amener l'État d'Israël et l'État libanais à collaborer pour enfin mettre fin à cette prise d'otage de l'État libanais par le Hezbollah, je ne demande pas mieux. Ouais, vous n'avez pas l'air d'y croire, Alban, en quelques secondes. L'ambassadeur du Liban qui était sur le plateau il y a 2 jours à peine nous disait le risque de ces bombardements, c'est qu'ils génèrent de nouvelles générations de gens qui détesteront Israël. C'est tout le risque de ce qui se passe au Liban. Merci beaucoup. À tous les 4, à tous les 5 même, pour votre expertise précieuse. On se retrouve dans un instant sur France Info. Restez avec nous.